Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditiondelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Chers auditeurs, Jean et moi-même, Guillaume, sommes heureux de vous retrouver. Jean, quel livre nous présentez-vous aujourd'hui ? Alors, je vais vous proposer deux livres. Le second roman d'Édith Lebec qui s'appelle « Les sursauts du silence » et puis ensuite une biographie d'Anne d'Autriche par Joël Cornette. Et moi-même, je vous présenterai La maison vide de Laurent Mauvigné, publié aux éditions de Minuit. À vous, Jean. Alors, l'histoire que nous propose Édith Lebec dans son nouveau roman « Les sursauts du silence » est une histoire classique. Un homme et une femme se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. Leur mariage reste stérile et cette stérilité va révéler toutes les fragilités de chacun. Ce mariage est un naufrage et ils se séparent. Mais cette histoire est aussi une histoire d'espérance et un chemin de rédemption propre à chacun qui va devoir être emprunté tout simplement pour pouvoir vivre. C'est en grande partie la trame de ce récit. Ce qui intéresse l'auteur est la manière propre à chacun de se redresser pour vouloir vivre, pour pouvoir dissoudre sa propre douleur dans l'empathie rencontrée par chacun sur son propre chemin. Le second élément intéressant est un intense travail d'écriture. C'est un roman d'introspection, une histoire narrative, ou des dialogues, un journal de voyage, un roman par lettres, des poésies. Chaque période romanesque est illustrée par une forme spécifique qui fait gagner beaucoup de vivacité au récit. René Girard avait intitulé un de ses ouvrages « Mensonges romantiques et vérité romanesque ». Cette histoire est un roman issu de l'imagination d'Édith Lebec. Mais aussi cette histoire est vraie. La vérité est romanesque. Édith Lebec, Les sursauts du silence, aux éditions Art 3. Le second livre que je vous propose est tout à fait différent. Il s'agit d'une biographie d'Anne d'Autriche de Joël Cornette. Les livres d'histoire sont peuplés de biographies des grands hommes. Faudrait-il y voir la preuve d'un machisme insidieux qui traverse les siècles ? Je crois plus simplement que l'histoire des peuples est liée à la guerre, et ce sont les hommes qui font la guerre. Certes, il existe des exceptions, et c'est ainsi que Jeanne d'Arc, chef de guerre, est un grand homme. L'école des Annales avait compris qu'à côté des grands hommes, il y avait les mentalités, puis les grands courants économiques et démographiques. Vers 1970, on constatait que le temps long et l'histoire des gens simples avaient autant de poids que la vie des princes. Un nouveau courant vient enrichir notre perception de l'histoire, à savoir le rôle et la conception de leur rôle des grandes femmes que la vie des peuples a placées à leur commande. Car si ce sont les hommes qui font la guerre, ne serait-ce pas les femmes qui font la paix ? Le livre de Joël Cornette, Anne d'Autriche, se situe tout à fait dans cette ligne. Il ne s'agit pas tant de montrer qu'Anne d'Autriche est un grand homme ou une grande femme, si vous préférez, mais de voir l'étang qu'a dû affronter la reine, puis la régente, avec son regard de femme, d'épouse, de mère, de régente. La paix de Westphalie en 1648 a entériné l'idée qu'à l'époque classique, l'État et le peuple sont ce qu'est son roi. Son regard de femme et d'épouse, car les choses ont commencé durement. Fille du roi d'Espagne, arrière-petite-fille de Charles Quint, elle est fiancée à 5 ans au fils du roi de France Louis XIII. C'est une petite fille à l'enfance heureuse, très aimée de son père Philippe III, qui a bien du mal à la laisser partir à 14 ans en France pour épouser un mari qu'elle n'a jamais vu. Ils ne vont s'apercevoir que 2 ou 3 fois, car finalement l'amour est trivial pour les rois. Louis XIII a 15 ans, elle 14, et Marie de Médicis, mère de Louis XIII, veut, pour consolider ce mariage, qu'il soit consommé le plus vite possible pour le rendre indissoluble. Comme le roi n'y connaît rien, à titre d'information, il assistera à la nuit de noces de sa demi-sœur. Et la consommation du mariage va avoir lieu quasiment en public. C'est dur pour une jeune reine. Cela ne commence pas très bien. Et Louis XIII ne viendra connaître à nouveau sa femme que 4 ans après.
Anne d'Autriche est entourée d'une petite cour espagnole et ne parle que le castillan. La France et l'Espagne sont très hostiles politiquement. Richelieu y met bon ordre et les duègnes sont renvoyés à Madrid. Si Anne est très pieuse, elle s'ennuie ferme. Elle va s'entourer de jeunes amis comme Marie de Rohan, future duchesse de Chevreuse, qui sont beaucoup plus drôles, mais qui ont la conspiration contre la France au profit de l'Espagne dans le sang. En outre, un incident lors d'un bal fera faire à Anne, qui n'a toujours pas d'héritier, une fausse couche. Elle en fera plusieurs. Et c'est ainsi qu'elle va se trouver embarquée dans l'affaire Buckingham, Alexandre Dumas et les trois mousquetaires au service de la reine, où, pour peut-être un baiser volé, elle va se trouver face à la méfiance et à l'hostilité du roi et du cardinal. D'autant plus qu'elle continue d'écrire très régulièrement à son frère, le roi d'Espagne, l'ennemi. Trahirait-elle son mari ? Trahirait-elle la France ? Surtout, le roi n'a toujours pas de descendance et il faut donc que le roi aille voir la reine. Vous imaginez dans quel climat ? Après le vœu de Louis XIII qui consacre la France à la Vierge, à 37 ans, au bout de 23 ans de mariage, Anne donne naissance à Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, puis 2 ans après à son frère Philippe. La reine, devenue mère, enfin, s'épanouit. Richelieu puis Louis XIII vont disparaître pas très longtemps après. Richelieu a confié la reine, dont le fils est si jeune, à Mazarin, son fidèle collaborateur. La reine devient régente et tous, les parlements comme les princes du sang, pensent pouvoir la dominer. Habilement conseillée par Mazarin, pour qui elle a une tendre amitié mais rien d'autre, elle est si pieuse. Elle reprend la politique de Richelieu, résiste aux Espagnols et c'est la victoire de Rocroi, écarte les comploteurs du parti espagnol qui l'entourent. Ce problème réglé, va se lever la tempête de la Fronde, où d'abord les parlements vont tenter d'imposer le gouvernement des juges, vieux sujet, à la reine régente. Aidée des princes du sang, elle résiste. Paris s'enflamme. La reine et les enfants royaux s'enfuient à Saint-Germain, ce qui marquera durablement Louis XIV. Elle met le siège devant Paris et, grâce à l'habileté de Mazarin, soumet difficilement les parlements. C'est un premier pas vers l'absolutisme. Les princes du sang, ne s'estimant pas assez récompensés, Condé, Conti, Longueville vont se rebeller à leur tour. Il faut éloigner temporairement Mazarin pour apaiser les grands. Condé lève une armée, aidé des Espagnols, mais Turenne réussit à le vaincre. Mazarin est toujours là en fidèle soutien. Les princes du sang et la haute aristocratie sont matés. Anne a tenu. 2e pas vers l'absolutisme. Louis XIV a beaucoup appris de sa mère et de Mazarin, son parrain, conseiller en qui il a une confiance totale. La régente s'efface derrière son fils, attend sa majorité légale à 14 ans. Elle conclut une paix avantageuse avec l'Espagne par le traité des Pyrénées. La paix de Westphalie un peu plus tôt, en 1648, a donné en Europe la prééminence à la France par l'abaissement de la Maison d'Autriche. Elle marie Louis XIV avec sa cousine Germaine, fille de Philippe IV, frère de la reine, Marie-Thérèse. La France et l'Espagne sont réconciliées pour longtemps. Le spectre de la guerre civile a disparu. Les financiers vont rendre gorge, dit le roi. Après Vaux-le-Vicomte, Fouquet est arrêté à Nantes et enfermé à vie. Après avoir les finances est donc le dernier pas vers l'absolutisme. Ensuite, Mazarin meurt, mais Colbert, son fidèle collaborateur, est là. L'autorité du roi a été restaurée. La reine meurt d'un cancer du sein en 1666. Tout est bien. Et le soleil du roi peut enfin se lever. De Joël Cornette, Anne d'Autriche, la régente absolue. Merci Jean. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui La Maison vide de Laurent Mauvignier, édité par les éditions de Minuit. 743 pages, mais rassurez-vous, elles vous transporteront de bonne heure. 25 €. Laurent Mauvignier est un écrivain de 58 ans, issu d'une famille ouvrière de 5 enfants installés en Touraine. Il publie à 32 ans son premier roman aux éditions de Minuit, qui restera sa principale maison d'édition durant toute sa carrière. S'en suivront 15 autres romans qui lui valeront d'innombrables distinctions comme le prix du livre Inter, le prix du roman Fnac ou encore le prix Amerigo Vespucci, avec comme point d'orgue le prix Goncourt qu'il vient d'obtenir.
Laurent Mauvigné et Emmanuel Carrère, outre leur statut d'écrivain, partagent au moins 2 autres points communs. L'un et l'autre figuraient dans la sélection très serrée de candidats au prix Goncourt. L'un et l'autre se sont attachés à scruter leur famille pour en percer les secrets intimes. Le père de Laurent s'est suicidé en 1983, laissant son fils orphelin à 16 ans. Quelques années auparavant, en 1976, son père avait rouvert pour ses 2 enfants la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant 20 ans. Cette maison, située dans une petite ville de Touraine, a abrité durant près de 2 siècles plusieurs générations de sa famille, dont l'auteur qui y a lui-même passé sa petite enfance. C'est là, de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945, dans la même demeure, que s'est jouée l'histoire d'une catastrophe familiale, reconstruite de façon éblouissante par l'auteur. Celui-ci résume en quelques lignes en 4e de couverture son ouvrage de la manière suivante. À l'intérieur de la maison, on découvre un piano, une commode au marbre ébréché, une légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé au ciseau. Une maison peuplée de récits où se croisent 2 guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du XXe siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci et tous les hommes qui ont gravité autour d'elle. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire et son ombre portée sur la nôtre. Laurent Mauvigné précise d'entrée de jeu. C'est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j'ai besoin d'en écrire une sur mesure. Il mène donc une enquête pour briser des silences et des tabous afin de révéler ses secrets. Ici, il s'agit de percer le mystère du suicide de son père en 1983 en remontant aux origines, comme si l'histoire des ascendants portait les germes de la mort à venir. Tout part d'une vieille photo, très troublante car tronquée, qui décide Mauvigné de se lancer dans cette fresque familiale, passionnante et tragique. Il la reconstruit comme un puzzle à travers ses personnages aux histoires et scandales obstinément tus, complétant les lacunes et les trous avec une imagination d'une grande force. Le texte de Laurent Mauvigné démarre donc comme une enquête, mais très vite la magie opère, on bascule dans le pur romanesque. Je ne fais que du roman, dit-il, et c'est exactement cela. La Maison vide est un roman d'invention à partir du réel, de souvenirs, d'archives. Il précise encore, ici je ne fais que des suppositions, des spéculations. Du roman c'est ça, je ne fais que du roman, mais je crois que ce que j'ai écrit est un monde que je découvre, en partie en le rêvant. Je ne l'invente pas tout à fait, je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d'un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu'il suffit de le remonter pour qu'il puisse redémarrer. Comme l'a écrit une lectrice enthousiaste, la maison de Laurent Mauvigné est tout sauf vide. L'arrière-grand-mère Marie-Ernestine, surnommée Petite Boule d'Or, Florentin Cabanel, son professeur de piano, son mari Jules, mort au champ d'honneur en 1916, leur fille Marguerite au destin tragique, sont autant de personnages inoubliables avec lesquels on traverse les catastrophes intimes, les vocations contrariées par les injonctions sociales, les ravages du patriarcat, les mauvais choix, les désamours. Ils ne sont pas illustrateurs d'idées, ils sont juste vivants. Leur sang, leur cœur vibrent dans chaque page. Si ce roman nous procure tant de fortes émotions, c'est grâce à l'exceptionnel travail d'écriture de l'auteur. Les phrases de Laurent Mauvigné ont une ampleur proustienne, absolument éblouissante. Ce sont des rouleaux d'une vague sans fin. Elles s'étalent, rebondissent, font corps avec le récit, embrassent l'intimité des personnages. Un travail d'orfèvre qui dit la complexité humaine comme jamais. Laurent Mauvigné finit son ouvrage par ces quelques lignes. La maison n'est pas déserte. Pour la plupart, les meubles sont là. Pourtant, l'impression qui nous submerge, c'est le vide. On a entendu tellement d'histoires, on a entendu tellement de voix, croisé tellement de gens qui sont passés par ici, entre ces murs, que leur absence résonne. La maison est seule, non pas hantée par les absents et les morts, mais seulement marquée par les traces de leur passage, avec le vide où ils l'ont laissé. Mais la maison tient debout, elle attend qu'on la ranime, qu'on vienne la repeupler, et qu'on remplisse cet escalier qui craque sous les pas. Elle attend qu'on fasse vibrer l'énorme son de sa carcasse, qu'on joue du piano, et que le piano joue de la maison à travers ses murs et ses poutres. Il revient sur ce piano qui a tant d'importance dans cette histoire et conclut définitivement son roman fleuve par ces mots. « Oh, le piano, le piano, le piano, le piano ». La lectrice enthousiaste à laquelle je faisais référence confie qu'elle n'a pu s'empêcher de pleurer à la lecture de ces quelques mots répétés.
Voici donc, chers auditeurs, une somptueuse saga familiale dans la lignée des plus fameuses, celle des Thibaut de Roger Martin du Gard, de Jeanne de Mazot de la Roche. Thierry Clément, critique du Figaro littéraire, conclut sa chronique intitulée très justement « Le passé recomposé par ces mots ». La Maison vide est incontestablement un des 3 ou 4 plus grands romans publiés depuis le début du XXIe siècle. Un avis que je me permets modestement d'approuver. C'était La Maison vide de Laurent Mauvignier, édition de Minuit. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».